BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Chaque jour, on tient notre promesse dans Intégral Placement, vous apporter des explications concrètes, des conseils concrets pour bâtir votre avenir patrimonial. Jean-Philippe Dubosc est avec nous, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. On a beaucoup de questions d'auditeurs, comme chaque jour sur notre site bfmbusiness.com. On va démarrer avec cette première question de Bertrand. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Philippe? Je suis prêt, Guillaume. Beaucoup de questions, attention. Bertrand, dont le père vient de décéder. Bertrand a payé le dernier salaire et le solde de tout compte à son aide à domicile et il se demande s'il va pouvoir bénéficier du crédit d'impôt au titre du service à la personne. Ben oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que comme vous le savez, quand vous employez un salarié à domicile, vous avez la possibilité de défalquer en fait de vos revenus 50% des salaires et charges. Donc c'est vrai que dit comme ça, Bertrand, on aurait pu croire que vous auriez pu faire la même chose. Il se trouve que en fait l'emploi à domicile est lié à un employeur. Il y a un contrat de travail. Donc Bertrand, c'était pas vous en fait l'employeur de l'aide à domicile, mais c'était votre père défunt. Donc non, Bertrand, vous ne pourrez pas les défalquer de vos propres revenus. En revanche, vous allez en profiter indirectement de cet avantage fiscal, puisque en fait, feu votre père va en profiter pour son impôt sur le revenu qui va être défalqué de la succession. Du coup, l'impôt sur le revenu va être moins important, ce qui va faire que l'actif successoral sera plus important. Ça, c'est une réponse très précise à votre question que beaucoup de gens doivent se poser. Florian loue un appartement à Paris et il se demande s'il va devoir encadrer les loyers, c'est-à-dire appliquer l'encadrement qui a été remis en vigueur depuis le 1er juillet. C'est ça, effectivement Florian, vous avez bien compris, à Paris, depuis le 1er juillet, l'encadrement des loyers a été rétabli. Alors juste pour le petit rappel, c'est une mesure qui a été instaurée par la loi Allure de 2014, qui a été mise en place à Paris en 2015 et puis qui a été retoquée qui a été censurée par le tribunal administratif pour cause de distorsion de concurrence parce que ça ne concernait pas la région parisienne, la banlieue. Donc effectivement, depuis le 1er juillet, ça a été rétabli à titre expérimental jusqu'en 2023. Toutefois, Florian, peut-être que ça ne vous concerne pas. Si vous louez un logement loi 1948, ça ne vous concerne pas. Si vous louez un meublé touristique, ça ne vous concerne pas. Une cave ou une place de parking, ça ne vous concerne pas. Par ailleurs, c'est pour les baux qui sont signés à partir du 1er juillet 2019. Si vous avez déjà un locataire, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne que si le bail n'est pas renouvelé ou que le locataire s'en va et que vous avez un nouveau locataire. Voilà. Question d'Élise qui a emprunté avec son compagnon qui est récemment décédé et comme il était plus âgé qu'elle, il a souscrit une assurance emprunteur. La banque lui réclame quand même des mensualités de remboursement et elle se demande si c'est normal. Eh bien Élise, c'est complètement normal. La banque est dans son droit, Élise, parce que l'assurance emprunteur est personnelle. Alors pour rappeler, l'assurance emprunteur, c'est une couverture qu'exige la plupart des banques. Ça n'est pas prévu par le code des assurances, mais pour avoir le crédit, il faut avoir l'assurance emprunteur. Et dans cette assurance emprunteur, il y a forcément une garantie décès qui fait que quand l'emprunteur décède, eh bien c'est l'assureur qui prend en charge la mensualité de remboursement. Donc Élise, la garantie portait sur votre ami, pas sur vous. Donc effectivement, l'assureur va rembourser la part de la mensualité qui était dévolue à votre ami, mais pas au vôtre. Ceci dit, Élise, à votre place, je regarderai bien son contrat et je vérifierai le taux de garantie de cette fameuse garantie d'essai parce que peut-être qu'il n'a pas pris à 100%. Il n'a peut-être pris que 50%. Dans ces cas-là, en fait, l'assureur ne prendra que la moitié de la part de votre ami. A contrario, votre ami a pris peut-être au-delà de 100%. Et ça sera une bonne nouvelle pour vous, puisque de toute façon, du coup, vous rembourserez, votre part à vous sera diminuée d'autant. On précise juste que si on veut échapper à l'assurance emprunteur, il y a des moyens comme le nantissement de contrats d'assurance vie, etc., qui peuvent jouer aussi le rôle de garantie. Tout à fait. Et puis depuis le 1er janvier, au bout d'un an de souscription, on peut changer à tout moment. On continue de répondre à vos questions. On a énormément de questions cette semaine aussi sur la réforme des retraites et le calendrier de la réforme des retraites. Jean-Philippe, puisqu'initialement on espérait avant le 14 juillet avoir les pistes, les propositions de Jean-Paul Delevoye pour savoir à quelle sauce nous serons mangés à l'avenir nos futures retraites. Et finalement, ce sera après le 14 juillet, ce sera normalement le 16 juillet. Donc nos auditeurs, ils sont nombreux à nous poser la question, se demandent qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se
trame, est-ce que les choses ne seraient pas plus compliquées que prévu initialement? Exactement. Alors on était très étonnés. Alors c'est pour le 18 juillet. 18 juillet. Voilà. Mais parce qu'on nous avait dit non, c'était forcément avant le 14 juillet. C'était l'une des rares dates qu'on connaissait. C'était le rapport de Levoy avant le 14 juillet. On nous avait parlé du 10, du 11. On nous avait dit oh là là, au plus tard le 12 juillet. Et puis patatras. On nous parle maintenant du 18. Alors ça peut être que quelques jours, mais ça fait un petit peu désordre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que en fait tout ça est repoussé. C'est d'autant plus étonnant que Jean-Paul Delevoye avait dit que son rapport était prêt dès le mois de juin, qu'ils sont en train de travailler sur un projet de loi squelette. Vous savez, c'est une sorte de pré-projet de loi, donc il a confirmé qu'il travaillait sur ce texte. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas, surtout en fait, on a l'impression que décidément cette réforme est repoussée dans le temps. Et que finalement on va aussi réformer les paramètres de la retraite. Ce ne sera pas seulement une réforme de fond, mais aussi paramétrique. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que pourquoi est-ce qu'il repousse, puisqu'effectivement, selon une information des Échos, le projet de loi ne sera pas présenté en septembre, mais en décembre, que la présentation au Parlement se fera après les élections municipales. L'Obs a même dit que la réforme pourrait être repoussée en 2022. Bon, bref. Et alors, pourquoi est-ce qu'on repousse autant cette réforme dite systémique qui refont le système? C'est parce que avant, en fait, le gouvernement est en train de préparerait une réforme dite paramétrique, c'est-à-dire qu'elle toucherait les paramètres du système de retraite. L'âge de la retraite, notamment, le grand tabou, on pourrait y toucher. Alors voilà, vous savez que Édouard Philippe, dans son discours de politique générale, a parlé d'un âge d'équilibre. Un âge d'équilibre qui permettrait quoi? Qui permettrait justement l'équilibre financier du système. Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a précisé que cet âge d'équilibre pourrait être à 64 ans. Cet âge d'équilibre, c'est quoi? C'est qu'il y aurait toujours l'âge minimum de départ à la retraite qui serait maintenu à 62 ans. Mais si vous partez avant 64 ans, vous auriez une décote. Et après 64 ans, vous auriez une surcote éventuelle. Mais il pourrait y avoir aussi une autre solution, peut-être un peu moins clivante, parce que c'est clair et net que c'est un chiffon rouge pour les syndicats. Et Laurent Berger, pour la CFDT, a déjà dit qu'il était prêt à mobiliser. Exactement, et qui permettrait de peut-être calmer les choses tout en ayant des recettes supplémentaires, parce que c'est ça l'objectif quand même. Et quelle pourrait être la solution médiane, un peu moins clivante? Alors ça serait de toucher à la durée d'assurance. La durée d'assurance, c'est quoi? C'est le nombre de trimestres de cotisation requis selon votre date de naissance pour percevoir une retraite à taux plein, c'est-à-dire une retraite justement sans décote. Alors comme vous savez, il y a eu la réforme Touraine de 2014 qui a allongé le nombre de trimestres. L'idée c'était qu'on passe de 41,5 ans à 43 ans de cotisation. Et bien là, l'idée, ça serait d'accélérer cette accélération, j'allais dire, d'augmenter non pas d'un trimestre tous les 3 ans, mais d'un trimestre tous les ans, ce qui fait qu'en fait les fameux 43 ans seraient mis en place dès 2025 au lieu de 2035. Voilà la réponse à toutes vos questions que vous nous avez envoyées sur l'avenir de la réforme des retraites qui sera donc présentée, les propositions, les pistes de Jean-Paul Delevoye le 18 juillet prochain. Il reste peu de temps, c'est la semaine prochaine quand même. C'est ça. Béatrice nous écrit aussi, elle a été démarchée par un généalogiste, elle n'a pas fait affaire avec lui, mais lorsqu'il a appris qu'elle avait hérité d'une lointaine cousine, il l'a assignée en justice et il lui réclame 40% de ce qu'elle a touché. Oui, alors c'est vrai que ça paraît énorme. Ça, je comprends très bien, Béatrice, que vous soyez un petit peu choquée. Alors en fait, il y a une notion juridique qui est peu connue, qui s'appelle la gestion d'affaires. C'est une notion juridique qui est inscrite dans le Code civil et qui qualifie les engagements pris sans mandat par une personne, qui est appelée le gérant d'affaires, qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers qui est désigné le maître de l'affaire. Donc, ce que le généalogiste dit, c'est « Ok, vous n'avez pas signé de contrat avec moi, mais je me suis quand même occupé de votre affaire et à ce titre-là, je dois être dédommagé. » Bon, ceci dit, Béatrice, alors donc, en fait, sur le fond, il a raison. Béatrice, je vous rassure quand même, ça ne peut pas être une rémunération. C'est ça. Il peut être juste indemnisé de dépenses qu'il doit justifier. Donc on ne sera pas, vous inquiétez pas, sur les montants qu'il demande. Sur les 40%, mais c'est vrai que vous allez devoir lâcher un petit peu d'euros. Voilà, les généalogistes. Merci beaucoup. Mode d'emploi signé Jean-Philippe Dubosc, spécialiste généalogie et surtout à la tête de toutsurmesfinances.com. Merci beaucoup Jean-Philippe d'être venu nous voir et répondre aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Continuez de nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com.